Eh bien, merci beaucoup. C'est quand même, très particulier d'intervenir après une présentation qui couvrait si large tous les impacts, de l'intelligence artificielle. Moi, je ne vais cibler qu'un petit secteur, mais c'est un secteur que j'aime beaucoup et puis qui nous touche tous quand même, la question du traitement du droit d'auteur, dans le contexte de l'intelligence artificielle et peut-être pour faire le pont avec, ce qui vient d'être dit avant de me lancer formellement dans la présentation, hem, pratiquement tous mes collègues travaillent sur l'intelligence artificielle, on oublie pratiquement tous les autres enjeux qu'il peut y avoir en droit d'auteur et pourtant il y en a encore beaucoup. Mais ce que j'ai remarqué, d'assez frappant, c'est que, mon collègue français est certainement au courant de, l'existence de plusieurs universitaires qui sont très favorables aux exceptions en matière, de droit d'auteur, depuis fort longtemps d'ailleurs. Et ce que j'ai trouvé très spécial depuis 1 an ou 2, justement, avec ChatGPT qui devient plus connu du public, c'est que même du côté de ces grands défenseurs d'exception au nom de la liberté d'expression, de l'accès à la culture et tout ça, on commence à dire, il faut quand même qu'il y ait une rémunération. Donc, je ne peux pas dire que c'est une conversion entière, mais il y a quand même plusieurs personnes qui, tout d'un coup, semblent trouver que, malgré tout, il y a du bon dans le droit d'auteur. Donc, étant donné que, je m'adresse surtout à des personnes qui n'ont jamais fait, de droit d'auteur, je me dis quand même que vous avez tous une compréhension assez intuitive, de, ce dont il est question. Ça me permet donc de faire malgré tout, je dirais une sorte d'introduction très générale qui peut prendre un certain temps pour vous permettre de comprendre, l'importance des enjeux en matière d'intelligence artificielle. Parce que tout se tient en matière de droit d'auteur, c'est très marqué. Hem J'ai différents points. Le premier, c'est que, dans ce débat sur l'intelligence artificielle, il y a toute la question des objectifs du droit d'auteur. Pourquoi a-t-on, du droit d'auteur? Que veut-on accomplir avec une protection, de droit d'auteur? Les opinions varient, il y a différentes théories. Si on veut résumer de manière très synthétique, on peut dire que d'abord, le terme même de droit d'auteur signifie qu'on cherche à valoriser, la création d'auteur et cette valorisation de la création d'auteur passe par différentes règles que l'on trouve dans les lois sur le droit d'auteur. Donc notre point de départ peut être celui de la valorisation de la création humaine, de cette dimension qui fait que, dans le fond, on est plus que des animaux, et on est capable de créer des choses vraiment spectaculaires. On oppose souvent, parce qu'on veut faire une caricature, mais je ne suis personnellement, je ne crois pas que c'est une opposition si nette. On oppose souvent cette question de valorisation des créateurs à celle de favoriser le progrès des connaissances. Le droit d'auteur existe d'une certaine manière pour faire tourner la roue de la création de façon à faire progresser les connaissances. Un auteur est rémunéré et cette rémunération va l'encourager à continuer de créer. Et c'est quelque chose qui est vrai, enfin qu'on peut très bien imaginer à l'échelle individuelle, mais on peut aussi l'imaginer à une plus grande échelle, sachant qu'un auteur X touche des redevances parce qu'il a fait des créations, mais ça peut encourager d'autres personnes à continuer aussi à faire de la création et ainsi de suite. Euh, Si on parle beaucoup justement de cette favorisation des connaissances, c'est parce qu'on a souvent tendance à dire que si on veut répandre les connaissances, ça signifie qu'on a besoin d'un accès entièrement libre à toutes les œuvres, euh, voulant dire surtout un accès qui serait gratuit pour ne pas créer de barrière à cet accès aux œuvres. Il y a aussi une autre dimension derrière cette vision-là,
c'est que dans la Constitution américaine, parce qu'il ne faut pas se cacher, on a un grand débat sur le positionnement des États-Unis par rapport à l'intelligence artificielle, dans la Constitution américaine, il est mentionné effectivement que le Congrès peut adopter des lois sur le droit d'auteur et sur les brevets dans le but de favoriser les connaissances. Donc, il y a même une dimension constitutionnelle chez certains qui fait que euh, le et On a des petites difficultés de transmission, semblerait-il. compris dans cette vision. Donc, avec ces deux façons de concevoir pourquoi on a des règles en matière de droit d'auteur, il faut d'abord regarder la question de la protection de l'œuvre. Et depuis toujours, on se demande qu'est-ce que c'est une œuvre qui mérite d'être protégée? Une œuvre, c'est une création humaine et c'est plus particulièrement une façon de s'exprimer. C'est la façon dont un auteur s'exprime. Et cette expression de l'auteur est protégée, alors que les idées qui sont véhiculées par ce que l'auteur exprime, elles, ne sont pas protégées. On veut laisser les idées de libre parcours pour permettre à tout un chacun de travailler sur ses idées et ainsi d'avoir des créations diverses à partir d'idées générales. Euh, on a aussi dans cet univers-là l'association entre faits et idées. C'est-à-dire, les idées ne peuvent pas être protégées, c'est seulement leur expression qui l'est, mais on dit aussi les faits eux-mêmes ne peuvent pas être protégés. Dire que tel jour, à telle heure, tel auteur est décédé, c'est un fait et personne ne peut, par le biais du droit d'auteur, s'accaparer le monopole sur ce type d'éléments. Donc, les idées et les faits ne sont pas protégés, mais c'est leur expression, la façon de les présenter qui devient protégée par le droit d'auteur. Et pour faire cette distinction entre idée ou fait et protection et expression, euh, on est dans une situation qui est, je dirais, où les zones grises foisonnent. Vous avez à une extrémité la possibilité d'avoir des idées où tout le monde s'entend pour dire qu'il ne s'agit que d'une idée, et de l'autre côté, vous avez l'expression qui, elle, sera protégée et tout le monde s'entend là-dessus. Parce que l'œuvre euh, qui se crée entre l'idée et l'expression, étant donné que c'est sa mise en forme par un auteur en particulier, mais ça fait en sorte que cet auteur va raffiner l'idée. Et l'exemple le plus facile, le plus classique qu'on utilise, c'est celui de Roméo et Juliette. Qu'est-ce que c'est l'idée de Roméo et Juliette? Ben, c'est une histoire d'amour impossible entre deux jeunes de maisons rivales. On est dans le domaine de l'idée. Et quand on commence à préciser l'ordre dans lequel tous les éléments de l'histoire vont s'enchaîner, on est déjà en train de mettre forme à cette idée et même si parfois les vocabulaires peuvent diverger, et ça va faire en sorte que, oui, Shakespeare écrit d'abord Roméo et Juliette, mais si on voit une adaptation cinématographique, si on voit un opéra Roméo et Juliette, un ballet Roméo et Juliette, où là, il n'y a même pas de mots, la façon dont ça nous est présenté, on sait bien que c'est l'œuvre de Shakespeare qui nous est présentée parce qu'on reconnaît cet enchaînement d'éléments qui correspond à la manière d'exprimer l'idée. Et ça va faire en sorte que on peut reconnaître l'œuvre à travers des modes d'expression complètement différents. On a parlé de traduction un peu plus tôt. Si je lis Shakespeare en français, je ne lis pas les mots que Shakespeare a écrits, mais pourtant, je sais que je lis le texte de Shakespeare. Donc, l'œuvre, c'est quelque chose qui se trouve en même temps derrière les mots, entre les lignes, mais
qui est guidé par ce que ces mots, ce que ces lignes nous indiquent sur le développement de l'idée pour en faire une expression. L'œuvre doit être protégée, mais uniquement si elle est originale. Il y a toujours un critère qui va faire en sorte que, oui, on peut avoir un exercice créatif, mais cet exercice créatif sera protégé uniquement si on considère que le résultat reflète l'originalité de l'auteur. Alors là, il y a des thèses et des thèses sur cette notion-là pour identifier ce qu'est une œuvre originale, mais je dirais peut-être qu'une chose importante que l'on doit retenir, c'est le fait que, oui, on a un tel critère et le simple fait d'avoir un critère, ça signifie que certaines œuvres, répondent aux critères et certaines autres n'y répondent pas et ne sont pas protégées et c'est normal qu'elles ne soient pas protégées. Donc l'idée n'est pas qu'on doit protéger tout acte de création, mais on protège celui qui est original. L'originalité a évidemment toutes sortes de définitions selon les approches de droit d'auteur. Je préfère rester dans une approche que je dirais plus francophone et ça me permet de passer à quelques mots sur le statut d'auteur. Qu'est-ce que c'est être un auteur en droit d'auteur? C'est être la personne qui fait l'expression de l'idée. Donc, l'auteur est celui ou celle qui va mettre en forme une idée qu'il a dans sa tête et ce que, j'anticipe un peu, mais ce que l'intelligence artificielle nous fait réaliser beaucoup plus que, je dirais, il y a 10 ans, où on se posait certaines questions, mais pas avec l'acuité d'aujourd'hui, c'est qu'on a toujours pris pour acquis que cette expression d'originalité était celle d'une personne humaine. Et on retrouve ici et là des cas très amusants qu'on peut discuter en classe sur des singes qui ont fait des tableaux, des singes qui ont fait des photos. Ça, c'est une cause un peu plus récente. On a l'exemple classique de la brosse qui est attachée à la queue d'un éléphant, trempée dans la peinture, et ça va donner un certain résultat. Ça peut ressembler à certaines œuvres contemporaines, mais quand même, c'est un cerveau d'animal ou non, même quand c'est juste la queue qui se balance, qui a produit cette œuvre-là. Donc, on est toujours derrière l'idée que l'auteur est une personne humaine et c'est beaucoup remis en question avec l'intelligence artificielle. Maintenant, ce droit d'auteur est un droit qui évolue au gré de la technologie. C'est encore quelque chose de très connu. L'idée du droit d'auteur a pu vraiment prendre naissance lorsque l'imprimerie est arrivée. Et on voit alors que, au fur et à mesure que les technologies progressent, on se pose la question de savoir si le droit d'auteur est pertinent dans ce contexte-là. Donc, on commence avec l'imprimerie où on se dit, on est capable de reproduire mécaniquement ce que des scribes faisaient auparavant, mais l'auteur ici devrait avoir une forme de rémunération. Et évidemment, cette mécanisation de la reproduction a fait disparaître un certain métier de copieur. J'ai lu un livre extrêmement intéressant que je vous recommande tous qui s'appelle The Bookseller of Florence. Et c'est un livre sur un homme dont la fonction était d'identifier des manuscrits à copier et il avait, lui, toute une armée de copieurs à qui il donnait la tâche de copier les textes pour ses différents clients. Et ses clients, ben, c'était les rois, les papes, les grandes cours. Et il a vu l'arrivée de l'imprimerie, puis enfin, nous, on sait évidemment, mais déjà, on voit qu'il pressentait un peu que c'était en train de changer son métier, que ça ne serait plus la même chose. Donc, on a au départ une imprimerie qui nous permet de voir l'œuvre immédiatement et qui nous permet de toucher le support sur lequel se trouve l'œuvre.
Poussons ensuite au fin 19e, début 20e, on a l'arrivée des enregistrements sonores pour aller du côté musical, parce qu'au départ, il y avait, oui, la reproduction de texte, mais la reproduction de partitions de musique. Mais quand on arrive ensuite, fin 19e, début 20e, avec les enregistrements sonores, on sait qu'un disque contient certaines œuvres. Et on le sait, mais pour avoir accès à ces œuvres-là, on a besoin d'un appareil avec lequel écouter l'œuvre. Donc, à sa face même du disque, on ne voit pas l'œuvre, mais au moins on sait qu'on a un support tangible qui va nous permettre d'avoir accès à l'œuvre en question. Poussons encore plus loin avec l'informatique. On arrive avec les logiciels, les programmes d'ordinateur, et notre notion de reproduction continue d'évoluer. Et c'est presque un leap of faith, comme il dirait en anglais, parce que là, on ne le voit pas dans le programme d'ordinateur, mais on peut même souvent ne pas le tenir dans nos mains, le support sur lequel existe l'œuvre en question. Donc, on a poussé la dématérialisation à une forme qui nous paraît très éphémère et qui peut être d'autant plus éphémère que ben, les mémoires d'ordinateur peuvent durer longtemps, mais peuvent durer aussi moins longtemps. Et malgré tout, on considère qu'on a des exemplaires d'œuvres en format numérique. Donc, c'est une évolution qui touche les modes de reproduction. On a une évolution du droit d'auteur aussi qui est, je dirais, plus conceptuelle, à laquelle on a déjà fait allusion, dans le sens que une œuvre peut être reproduite, mais parce qu'on la transforme dans un autre médium. Et le cas classique, c'est l'adaptation cinématographique d'un roman ou son ballet, son opéra, donc la traduction. On est dans des contextes où l'œuvre évolue, l'œuvre est présentée autrement, elle fait intervenir de nouveaux créateurs, mais ces nouveaux créateurs, pour faire leur film, leur opéra, leur ballet, si l'œuvre de base est protégée par droit d'auteur, doivent aller chercher une autorisation. Donc, on est ici dans une création d'œuvres dérivées. On n'a pas tellement le terme en droit d'auteur canadien, mais il existe en droit français et puis en droit américain. Et c'est un concept qui nous permet de voir qu'à l'intérieur d'une même œuvre peuvent se retrouver plusieurs œuvres. L'œuvre que l'on a adaptée et l'œuvre qui résulte de notre adaptation. Donc, ce n'est pas de la reproduction mécanique. J'appellerais ça davantage une forme de reproduction euh, 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 intellectuelle ou conceptuelle. Maintenant, qu'est-ce que nous arrivons à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui se passe? L'intelligence artificielle, avec ses enjeux pour le droit d'auteur, soulève les enjeux à la fois actuellement au moment de l'entraînement de l'intelligence artificielle et au moment de la production par intelligence artificielle. Donc, l'entraînement pour l'intelligence artificielle met en cause notre notion de reproduction. Et la production avec l'intelligence artificielle met en cause notre notion de création. Alors, quand on est dans le contexte de reproduction, de l'entraînement de l'intelligence artificielle, la plupart des gens, quand même, s'entendent pour dire qu'il y a une forme de reproduction. C'est de la reproduction à très que pour la numérisation, pour la bibliothèque Google, qui leur permet où là, ils veulent numériser l'ensemble de ce qui existe dans les bibliothèques, en fait, leur processus de reproduction, c'est l'équivalent de l'utilisation de la technique d'imagerie de scan en scan médical pour faire les feuilles, faire les tranches, le feuille par feuille, pour reproduire une œuvre. Donc, c'est un travail qui est très automatisé,
qui peut être très rapide et qui permet alors de reproduire une quantité phénoménale d'œuvres en relativement peu de temps. C'est à eux de nous le dire, mais en général, ils ne s'inventent pas trop du temps que ça leur prend pour le faire. Donc, parce qu'on est dans un univers de reproduction, on se pose des questions par rapport aux exceptions. Parce que dans des lois sur le droit d'auteur, on trouve toujours un ensemble d'exceptions qui vont permettre aux utilisateurs des œuvres de reconnaître que le droit d'auteur existe sur l'œuvre qu'ils veulent utiliser de différentes manières, mais en même temps, on va leur dire, à cause du type d'utilisation que vous voulez faire, on considère que vous n'avez pas à obtenir d'autorisation, vous n'avez pas de rémunération à donner à l'auteur. Il y a tout un autre pan de ce qui s'appelle la rémunération équitable, mais je ne veux pas entrer là-dedans tout de suite. Donc, les exceptions sont là pour faire en sorte que on puisse éviter l'application du droit d'auteur et donner pleine liberté à l'utilisateur. Dans cet univers des exceptions, pour l'intelligence artificielle, je dirais qu'aujourd'hui, on est en présence de débats qui tournent autour de 3 types d'exceptions. La première, c'est l'exception qu'on appelle ici de fouille de texte et de données, en anglais Text and Data Mining, TDM. Qu'est-ce que c'est? C'est une exception qui a été intégrée dans une directive européenne de 2019 qui permet à des organismes de recherche et des organismes culturels de reproduire et aussi de diffuser des œuvres qui vont éventuellement mener à cette diffusion, mais qui va leur permettre de reproduire les œuvres parce qu'elles le font, ces organismes-là, ils le font à des fins de recherche, à des fins... Donc, la fouille de textes et de données, c'est un peu la numérisation de l'œuvre sans trop se soucier du message qui est véhiculé, quoique on va devoir avoir besoin du message quand va arriver le temps de la création. Et on considère que parce qu'on n'arrête pas le progrès, que l'intelligence artificielle, c'est le progrès, on doit tous aller vers là. Donc, on a des circonstances où il est autorisé de faire ce type de reproduction, de fouille de textes et de données pour les fins qui ont été identifiées. Donc, quand c'est fait pour les organismes culturels et les organismes de recherche, il s'agit d'une exception qui est pleine et entière. Dans la même directive, vous avez une autre exception, ou plutôt un autre contexte d'exception pour la fouille de textes et de données. Pour tous les autres types d'utilisation des œuvres. Et on dit dans ce contexte-là, oui, les gens peuvent faire les reproductions, sauf si l'auteur a signifié de différentes manières qu'il ne souhaite pas que son œuvre fasse l'objet de cette fouille de textes et de données. Donc, on demande ici une démarche expresse de la part de l'auteur pour dire, moi, je ne veux pas que vous utilisiez mon œuvre dans ce type d'exercice. Ils appellent ça le opt-out et ça donne lieu à énormément de discussions pour savoir comment on met en place cette notion de opt-out. Donc, c'est l'exception qui est connue actuellement dans l'Union européenne. Ce dont on parle beaucoup, c'est d'élargir la première version, de ne pas se limiter aux organismes de recherche et aux organismes de patrimoine culturel, d'être plus généreux dans les exceptions et d'avoir moins de opt-out. Donc, même s'il y a déjà ce texte-là, la discussion continue par rapport aux exceptions. Deuxième modèle d'exception qui a été conçu en 2018, c'est celui qui existe au Japon. Alors, l'exception japonaise, elle a fait le tour du monde en matière d'intelligence artificielle euh, parce qu'elle elle a formulé l'utilisation des œuvres dans un contexte, dans le fond, d'entraînement. La fouille de texte et de données, c'est une façon d'entraîner
les ordinateurs, elle a formulé cette forme de, de recherche, cette forme d'entraînement en disant que il est permis de faire ce type de reproduction, ce type d'entraînement lorsque on ne cherche pas à jouir des idées et des sentiments qui sont véhiculés par l'auteur dans ce qu'il a fait. Donc, c'est un peu une sorte de reproduction à froid. On ne veut pas savoir quel est le moment fort. On ne fait pas ça parce qu'on est en train de vouloir lire l'œuvre. On fait quelque chose d'entièrement mécanique, désincarné, très froid. Et c'est ce qui permet à des entreprises d'intelligence artificielle de numériser, de faire cet entraînement de logiciels parce qu'ils le font sans aller chercher l'essence même de l'œuvre. C'est de cette manière que c'est compris. Et troisième exemple d'exception qui, dans le contexte mondial, est très important, c'est, vous avez probablement tous entendu parler de l'exception du fair use en droit d'auteur américain. Il y a beaucoup de débats aux États-Unis. Il y a au moins une trentaine de causes devant les tribunaux. Et le Register of Copyright, qui est une personne très importante dans la structure du droit d'auteur aux États-Unis, euh, travaille actuellement sur un rapport sur ce qu'elle va autoriser ou non en matière d'intelligence artificielle pour indiquer ce qui peut être acceptable comme exception ou non. Est-ce que l'intelligence artificielle, compte tenu de l'interprétation d'aujourd'hui de cette exception déjà connue de fair use, est-ce que cette intelligence artificielle a besoin d'une autre exception, mettons un texte comme l'exception japonaise, ou bien est-ce qu'au contraire, on peut considérer que ce qu'on a actuellement convient, les tribunaux vont finalement peaufiner la situation et on n'aurait pas besoin d'intervenir dans la loi, ce qui est toujours une opération extrêmement délicate et très pleine d'embûches pour tous les participants dans un tel processus. Donc ça, c'est lorsqu'on entraîne notre intelligence artificielle. Plusieurs entreprises recherchent des exceptions pour pouvoir le faire sans avoir à rémunérer. Maintenant, cette intelligence artificielle va produire quelque chose, on parle de création. Est-ce que le dernier Rembrandt qui est sorti, est-ce que c'est une œuvre? Et ça nous renvoie à notre notion d'auteur. Est-ce qu'on peut prétendre qu'une intelligence artificielle doit bénéficier de protection au même titre qu'un auteur personne physique? On examine qui sont les personnes derrière l'intelligence artificielle. Parce que vous savez, ils sont très habiles à parler de ça en termes d'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est de la programmation informatique très de haute voltige et il y a des gens derrière ça qui veulent faire différents produits. Donc, est-ce qu'on veut que ces personnes-là qui aiment beaucoup être dans l'ombre et qui préfèrent mettre de l'avant leur outil, l'intelligence artificielle, est-ce qu'on veut considérer ces personnes-là comme des auteurs? Et aussi, est-ce que ces personnes-là peuvent devenir responsables de violations de droits d'auteur? Est-ce qu'on peut identifier des actes de violation de droits d'auteur dans ce qui est produit par l'intelligence artificielle? Tout ça dépend de l'ampleur de l'entraînement de la machine et du type de question qui lui est posée. Donc, en conclusion, on attend le rapport du Register of Copyright. Je crois que ce sera très intéressant. On attend les décisions américaines et on attend l'évolution qui se fait partout dans l'Union européenne, dans tous les pays, pour voir comment apprivoiser la bête. Et aussi, on le fait en ayant malgré tout un certain sentiment d'urgence parce que tant qu'on n'est pas bien fixé sur ce qu'on doit faire, le milieu continue d'évoluer et il se crée des habitudes qui deviendront très difficiles à faire perdre si le résultat donne naissance à une forme de protection qui doit être structurée d'une manière ou d'une autre. Donc, je voulais terminer là-dessus. Merci pour votre attention. Et j'ai très hâte d'avoir l'occasion d'en discuter avec vous.